un effort, j'allais dire, une tentative d'état des lieux et surtout un survol. Comme ça, on réglera la question par le haut, par le bas. Et puis surtout quelques questions qu'on a régulièrement évoquées dans ce colloque et en particulier au niveau du réseau Princeps. Les questions que je me permets de vous soumettre, que vous connaissez largement, c'est d'abord un peu de vous entendre sur un peu qu'est-ce qu'on entend par surmédicalisation, sur diagnostic et dysmédicalisation. Et puis de repasser en revue très rapidement un effort de survol sur les manifestations et les conséquences, d'évoquer quelques facteurs et hypothèses explicatifs, et enfin de regarder ce qui me paraît essentiel, c'est est-ce que c'est un phénomène conjoncturel ou structurel, est-ce que c'est un phénomène isolé ou systémique, est-ce que c'est un phénomène ici, en Europe, dans les pays industrialisés ou ailleurs, pour comprendre un petit peu, enfin, quand on veut aborder un tel édifice, il faut quand même un peu le cerner et le voir par hélicoptère et peut-être avec des zooms. Et puis la vraie question aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, une fois qu'on a appréhendé l'ampleur du phénomène, et puis je voudrais signaler juste quelques références biblio, mais vous avez vu qu'Alain vous en a donné quelques-unes, et François en publie régulièrement sur le site, donc je ne m'étalerai pas dessus. Plus de questions que de réponses, et ces questions sont évidemment non limitatives. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur la base des traces de nos différents colloques sur la question qu'est-ce qu'on entendrait par surmédicalisation, surdiagnostic et dysmédicalisation. De manière évidente, vient en tête toujours la question de trop de soins ou pas assez, sur et sous-médicalisation. Vous savez bien que c'est malheureusement les pendants ou les faces de la même médaille, ou surtout des réponses ou des soins inappropriés. Peut-être qu'il faudra qu'on clarifie entre nous qu'est-ce qu'on retiendrait. Je ne vais pas refaire le bilan, hein. Vous l'avez fait, on le fait tout le temps, on sait de quoi il s'agit quand on dit trop de soins et dans quel domaine il s'agit. Je voulais, moi, pour ma part, insister sur l'histoire des déplacements, délibérés ou pas, et peut-être les deux. Les déplacements dans les nosographies, tout à l'heure, on va parler de la question du normal et du pathologique. On nous a parlé souvent dans cet amphi des problématiques de classification et des appellations nouvelles du point de vue des maladies cancéreuses, des déplacements dans les critères et les normes, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que vous savez et sur lesquels vous travaillez pour la plupart, et surtout des déplacements dans la réponse, dans le type de réponse, à questions sociales, psycho-affectives, psychosociales, économiques, culturelles, on répond par des réponses médicales. C'est un mouvement de fond, il ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle en particulier de la loi contre les exclusions, qui a été une des premières lois qui a pris en compte une des manifestations des inégalités en France. Elle date de 1998. La question principale, c'était un emploi. Puis l'amendement suivant, c'était un toit. Puis l'amendement suivant, c'était les soins. Point barre. Et donc maintenant, ce qu'on n'est pas arrivé à régler dans le champ de l'emploi, dans le champ du logement, eh bien on va le régler dans le champ du soin. Vous savez en quel terme. Les questions soumises, manifestations ou conséquences, j'avoue que des fois ça se prend là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a noté une ampleur des offres et des recours. On le sait bien. Hein. J'allais dire de l'autre côté des misères, y compris celle de la frustration de ceux qui voient le possible pour certains et l'inaccessible pour eux. C'est toujours la même chose. Vous savez bien qu'ici aussi, et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Jean-Claude ou Michel qui disait, ici ou là-bas, il y a des privilégiés et des laissés pour compte. Il y a des gens qui ont des droits, il y a des gens qui n'ont que des frustrations. Donc là, la vraie question, et la mondialisation a peut-être cet avantage désespérant de nous avoir unifiés de ce point de vue-là. Ce que vous savez, c'est que finalement, d'une rencontre circonstanciée, le malade est devenu un abonné dans le système de soins tout au long de la vie. Alors qu'on ne s'étonne pas du nomadisme, parce que de temps en temps, il est insatisfait d'une réponse, d'une porte cochère, et qu'il cherche ailleurs ce qu'il n'a pas trouvé là où il souhaitait. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une appétence des pilules,
des médecins spécialisés, des internistes de préférence d'ailleurs, hein, l'imagerie, des CHU, du professeur, etc. On l'a installé dans la tête des gens. On l'a installé dans la tête des gens, et le médecin généraliste apparaît comme le médecin du pauvre. Il faut dire ce qu'il en est, ou une porte d'entrée, ou un tremplin, mais certainement pas le point de départ et le point de coordination de la filière de soins. Ce que beaucoup d'auteurs ont dénoncé, c'est le déplacement de la santé en tant que ressource qui est devenu un but de la vie. Voilà, il faut être en bonne forme, il faut être en santé. C'est pas la question pour être utile. Pourquoi? Pour quelle société? Pour quelle... Finalement, l'essentiel, c'est d'être en santé. Voilà. Vous pouvez être égoïste, replié sur vous-même, voter à droite, à gauche, qu'importe. Il faut vous préserver parce que c'est ça la norme qui est la plus valorisée. Du point de vue des manifestations et des conséquences, évidemment, vous savez ce que ça veut dire, des diagnostics inexacts, amplifiés, des surdiagnostics, des retards pour d'autres, dramatiques, souvent au prix de leur vie, des surtraitements, des coûts, des surcoûts, des incidents, des accidents, des scandales et des crises. Je voudrais juste dire une chose que, malheureusement, l'histoire avance par des publications, mais pas seulement. Il a fallu des crises, le Mediator, il a fallu des victimes, celles de l'amiante. Ne sous-estimez pas les phénomènes de la société. Heureusement qu'il y a ça. D'accord ? Et comme dirait quelqu'un, il y a des fois des bascules qui se passent parce qu'il y a un événement qui... Voilà. Il y a des gens qui décèdent, il y a des assureurs qui sont désespérément en train de courir après la réparation et les surprises, etc. Donc, voilà, on va combiner le haut, le bas, l'universitaire, le politique, le social, l'inattendu. Ça aussi, c'est inattendu. La question que je me pose, c'est est-ce que la rupture de confiance ou la défiance peut être mobilisatrice? Les scandales qu'il y a eu, les crises, ont provoqué chez beaucoup de gens une faille dans un peu la toute confiance, la pleine confiance. Est-ce que ce n'est pas le début d'une forme d'autonomie citoyenne ou des individualités? Quelque part, et on est très attentif au groupe Princeps de ne pas avoir un discours d'aggravation de la défiance de repli, mais au contraire de dire la clairvoyance pour d'autres alternatives et oser penser autrement. Du point de vue des conséquences, bon, ce n'est pas la peine de revenir sur la surmorbidité, il y a des chiffres terrifiants. D'ailleurs, en parenthèse, quand on publie les données de, par exemple, la mortalité hospitalière ou la morbidité hospitalière, c'est isolé du reste. C'est-à-dire, c'est des infections nosocomiales, c'est des erreurs médicales, c'est des erreurs d'aiguillage, des erreurs de patients. L'effort de vision systématisée, on n'y est pas encore, donc soyons patients. La surmortalité, vous avez vu l'étude américaine où ils chiffrent à 250 000 décès. Bon, c'est quand même un peu perturbant. Hein. Évidemment, on va discuter les sources, les données, mais ce n'est pas le chiffre qui importe, hein, c'est la prise de conscience d'un seul coup que peut-être ce qu'on n'a pas réussi à gagner par les dépistages, ou le peu qu'on a gagné par le dépistage, ou les progrès thérapeutiques, on le perd plus vite par des excès de dépistage ou des excès de traitement. Et puis ce qu'on ne dit pas assez, bien que ça soit de plus en plus étudié, c'est le poids sur les inégalités sociales. Vous savez que les historiens des civilisations disent toujours que les ruptures civilisationnelles, c'est quand les inégalités atteignent un acmé qui est insoutenable. J'espère qu'on n'en est pas là. Induites ou aggravées, les liens d'intérêt immoraux, le terme d'immoral, je ne l'ai pas tiré de ma tête. Je l'ai entendu à l'Honorable Académie de pharmacie, quand un chef de service de pharmacie publique s'est levé pour traiter le président de la firme Gilead d'immoral. D'immoral. C'est quand même assez étonnant qu'on parle ce genre de langage. La spirale infernale, vous la connaissez. C'est pas pour vous la rappeler que je le fais, c'est pour dire la question qui nourrit l'autre. C'est un rapport dialectique, probablement. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on a fait une belle analyse. Qui va nous libérer de la spirale? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, qui va nous libérer de la spirale? Je crois que moi il me semble, c'est pas le haut, c'est pas le bas, c'est pas la publication, c'est pas le politique, c'est pas l'action sociale, c'est pas les victimes, mais peut-être qu'il y a quelque part quelque chose qui va dénouer. Parce que la spirale est enfermante.
Il n'y a pas de doute. Hein. L'aventure qu'a vécue Michel, il s'en doute. C'est un homme suffisamment conscient, politisé, mais il a mené les choses jusqu'au bout, du taquet, objectif. La loi de santé publique ne peut pas nous faire illusion, vous le savez très bien, mais c'est une avancée où ça indique surtout ce que j'ai appris dans ma triste vie, c'est les stratégies du recyclage. Chaque fois qu'une idée de progrès avance, les voraces la récupèrent, la remodèlent, la refaçonnent et l'avalent. Malheureusement, c'est un peu comme ça, mais c'est pas grave. On est peut-être plus coriace, ou j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, mais du coup, mon diaporama n'est pas content, il n'aime pas trop ce genre de propos. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est bloqué? Il n'est même pas là, François, il aurait pu nous aider, non? Je ne peux pas avancer Michel, comment il est? C'est sa fac, non? J'aurais pas dû dire des choses comme ça. Ouais, il s'est lâché. Voilà, merci. Tu as tapé un peu plus fort. Alors, j'ai essayé, très modestement et vraiment dans un effort de survol et un peu de contraction très caricaturale, de lister en quelque sorte des facteurs explicatifs ou des hypothèses explicatives. Je mets en tête cette fameuse conception dominante de ce qu'on appelait le progrès, les progrès techniques, sociaux, etc. Vous vous rappelez, les années après 1945, tout le deal était consommer plus, consommer mieux, répartir la consommation, démocratiser la consommation, etc. Et puis c'est surajouté au fur et à mesure des gains d'espérance de vie, y compris l'espérance de bonne santé, la question de ni douleur, ni vieillesse, ni mort. Hein. Beaucoup de gens avaient applaudi Bernard Kouchner quand il avait sorti le plan antidouleur, et je crois qu'il n'avait pas entièrement tort, mais ça indiquait une vision un peu de l'infini. Voilà. Il ne faut plus souffrir, et un jour il ne faut plus mourir. Et surtout rester tout le temps valide, un bon consommateur, un votant obéissant, et surtout un homme en santé. Et la santé, un but plus qu'un moyen. Olivier Razan a fait un livre qui est magnifique, parce que la grande santé. C'est-à-dire qu'au fond, plutôt que de rêver d'égalité ou d'une société fraternelle, rêver d'une bonne forme de santé pour votre éternité. Je ne me rappelle plus l'intitulé du livre. Et puis, vous le savez bien, c'est la question de l'offre, c'est la question du marketing, c'est la question de la publicité. On ne peut pas les sous-estimer. Non seulement on ne peut pas les sous-estimer, mais en plus, il faut mettre en face la demande. Je l'ai mise entre guillemets par précaution, parce que je crois qu'elle ne supporte pas les analyses réductrices. Qui façonne l'offre? L'offre ou la demande? Dire que c'est l'offre qui détermine la demande, c'est ramener les citoyens à des digestifs. Voilà, ça ne suffit pas. Il y a quand même chez chaque homme une parcelle de conscience et j'allais dire un territoire de responsabilité. Mais en même temps, les plus fragiles ont toutes les circonstances atténuantes et en même temps toutes les nécessités pour rompre le cercle vicieux. Et moi je dis les aliénations. Je pense qu'en ce domaine, notre principal ennemi, ce n'est pas seulement la fièvre du médicament, c'est l'aliénation au modèle dominant. L'aliénation au fait que quand on a mal, il faut se soigner et le plus et le mieux, le plus vite possible et au prix le plus fort, quitte à sacrifier. Vous savez que l'OMS a mis au point un indicateur qui est redoutable pour les pays en voie de développement en particulier, c'est ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques de santé. C'est-à-dire les gens, quand ils n'ont pas les moyens ou un système de couverture solidaire, eh bien, ils mobilisent tout ce qu'ils ont. Et chaque épisode de soins devient une catastrophe économique pour la famille, souvent le réseau, tous les proches, et in fine, peut gagner quelques mois ou une glande en moins, mais il aura perdu la santé limite de la famille. Je ne sais pas pourquoi judiciarisation, chaque fois que je me suis accroché avec Google, il me met comme ça. Je ne sais pas si vous validez ce truc-là. Mais enfin, la judiciarisation, c'est à la fois un marché, une menace, une opportunité, c'est tout à la fois. Une arme par moment, mais je n'empêche qu'elle participe de
Voilà, de toute façon, s'il y a des abus, il y a des avocats. Voilà, et vous connaissez des exemples notoires. Le façonnage, on dit ça? Le façonnage des maladies, la fabrique des maladies. Enfin, vous savez ce que ça veut dire. Hein. J'ai été moi-même témoin de quelque chose qui m'avait marqué dans mon petit itinéraire professionnel. C'était à l'INPES, à l'époque c'était le CFES, la fameuse vaccination hépatite B. Je ne vais pas vous raconter longtemps parce que Michel va me rattraper avec le temps. J'ai contribué à une stratégie erronée. Erronée, c'est-à-dire qu'on a vacciné à partir du scolaire tout le monde d'une épidémie qui avait été amplifiée. Bon, maintenant on voit avec l'hépatite C, ça recommence tout le temps et on prospère sur l'amnésie collective et celle organisée. Les changements de seuil, j'aurais dû mettre ça au pluriel, le ou les dépistages, ainsi que leur postulat, plus tôt, plus petit, enfin je ne vais pas répéter, les logiques d'intérêt, leur stratégie de niche, de déportation, de déplacement. Par exemple, j'ai assisté à l'Institut du cancer à l'histoire du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'était formidable. Ils nous ont fait une pression inimaginable, mais ce n'était pas pour la France. Hein. Il y a 1000 décès, 3000 cas par an, et tous des gens qui ne votent pas. Alors, c'est pas la peine de s'exciter pour $360 à appliquer à toutes les jeunes femmes à partir de 11, 12, 13, enfin, n'importe quoi. En vérité, ils visaient les plus pauvres. Et ils voulaient que les fameux prêts conditionnés, etc., puissent financer leur vaccin alors qu'ils n'étaient pas achetés. Enfin, je ne vous raconte pas les choses sordides, ça nous couperait l'appétit, et surtout qu'on a la chance d'avoir un vrai chef aujourd'hui. La nouvelle doxa, la religion. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le terme de message. Je ne sais pas, peut-être que c'est mes traumatismes religieux qui me reviennent. Quand on parle de message, je vois un bon Dieu. Voilà. Qui est le bon Dieu là-dedans, et qui est le fidèle, qui est l'infidèle, etc. Voilà. De grâce, qui délivre un message? De quel message s'agit-il? Mais ça fait partie de la farandole globale. Et je reprends une phrase de Michel, forteresse immuable, cause inéluctable, c'est-à-dire, bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Conjoncturel ou structurel? Bon, je n'ai pas assez travaillé pour répondre à la question de manière sérieuse. Mon intuition, mon inclination, c'est de dire que c'est structurel. C'est pas conjoncturel. J'espère me tromper. C'est quand même mieux d'avoir affaire à un phénomène conjoncturel. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas isolé. S'il n'est pas isolé. Mon ami Jean-Claude Salomon ne veut pas regarder autre chose que son domaine. Moi, je passe mon temps à regarder les émissions de la malbouffe, du diesel, des pesticides, des machins, etc. Il ne veut pas l'entendre, il dit la même chose. Ils n'ont pas assez de preuves, ils ne publient pas assez. Non, j'exagère. En vérité, la sphère médicale n'est pas la seule en cause. Et si on ne regarde pas ce qui se passe dans la consommation alimentaire, dans celle des biens, tout ce qu'on veut, des produits du quotidien, aussi, autant plus, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, finalement, on en restera un épiphénomène d'un secteur, d'une profession, de quelques liens d'intérêt. Est-ce qu'il ne s'agit pas, peut-être plus largement, d'un phénomène qui serait une composante d'un ensemble plus systémique? Ici ou ailleurs, j'attire votre attention, c'est vrai ce que Michel et Jean-Claude disaient tout à l'heure, les pays en voie de développement payent la double peine. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois privés, et quand ils ont des soins, souvent inappropriés au coût le plus élevé, parce qu'il est importé pour l'essentiel. D'accord? Et quand ce n'est pas suffisant, on importe leur médecin, et puis la boucle est bouclée. Et, écoutez, comme ils ont les effectifs, j'espère bien que les Chinois vont être soignés et bénéficier du dépistage. De grâce, on a évité le drame du dépistage organisé systématique à la française en Algérie, en Tunisie et au Maroc, malgré les efforts de l'INCa français. Malgré les efforts de l'INCa français et des complicités de haut niveau, pas entre petits professionnels, de haut niveau, parce que voilà, ils n'ont pas l'essentiel, mais on peut leur vendre des mammographes, ça paye toujours, et surtout pour les privés. Ici ou ailleurs, plus facile à dire qu'à vivre, parce que quand on est privé de tout, on prend tout, hein. Même l'inapproprié. Ils pourront quelque chose. Bien sûr. Peut-être peu, si on garde des illusions ou si on se trompe d'analyse, ce qui nous arrive souvent. Mais peut-être à plusieurs, on va limiter les dégâts. Pas pour demain, si on est dans le genre impatient. Peut-être pour tout de suite, peut-être pour après-demain, peut-être pour les autres générations. Ce qui est sûr, c'est de vérifier si on est au rendez-vous de l'histoire ou pas, si on n'est pas trop décalé.
De temps en temps, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on contribue nous, c'est les signaux qu'on perçoit qu'on n'est pas les seuls à dire des conneries parce qu'on est un groupe minoritaire. Voilà, c'est ça la vraie question. Si on retrouve des gens qui disent avant nous, après nous, en même temps que nous, qu'importe, la même chose, on doit être dans le vent. Et surtout s'ils sont plus nombreux. C'est ça qui m'intéresse. Quand la revue Prescrira aborde la question des médicaments à sa manière, je me dis on est dans un chemin, peut-être pas la même voie, mais dans la même direction. C'est ça qui nous intéresse. Certainement, si on élargit la prise de conscience. Je vous dirai mon hypothèse. Contre-pression de tous les instances que tout le monde fait, sur tous les fronts, et on a noté, y compris dans ces amphis et ailleurs, les efforts de déprescription, vous vous rendez compte? Pour ma génération à moi, mais c'est une révolution paradigmique, c'est-à-dire avant on parlait de prescription, puis on me disait des prescriptions appropriées. Maintenant, déprescrire, s'il vous plaît, et de la manière la plus intelligente. Puis on a parlé de liste des médicaments essentiels, Michel en a parlé, de pertinence des soins. Tout à l'heure, les collègues de l'étude de l'OCDE en parleront mieux que moi, mais aussi des levées de voile ou des dévoilements. Quand même, il faut être attentif aux lanceurs d'alerte, même s'ils sont un peu parano, les scandales. Tout ça alimente quelque chose qui nourrit les avancées en lien avec des alternatives. Les alternatives, c'est d'autres modes de vie, d'autres modes de consommation, de production, ce qu'on appelle la décroissance, je ne sais pas si c'est un terme, qu'importe, on s'inscrit dans un mouvement global, parcellisé, éparpillé, mais quelque chose qui a du sens. Là, on peut trouver des appuis et on peut nourrir nos espérances pour des changements, une prise de conscience, une reprise d'initiative et probablement un élargissement des marges d'action, outre que celles des revues ou des institutions. Je vous rappelle des choses lointaines. Non, c'était juste pour gagner en modestie, quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette affaire-là. C'est drôle, hein. Vraiment, c'est très drôle, c'est très drôle. Et puis, je retrouvais avec plaisir la phrase d'Ivan Illich, quand il disait l'entreprise médicale est devenue un danger majeur pour la santé, c'était quand même en 94. Et puis 20 ans avant, il avait publié son Némésis médicale. Et il dirait, et puis après, en effet, le danger majeur ne réside plus dans l'entreprise médicale, mais dans ce genre de quête de la santé. Autorisez-moi à jouer. Dans la quête de la santé qui devient un programme de vie. Ah, c'est plus le socialisme, c'est pas le communisme, c'est pas le capitalisme, c'est pas l'islamisme, c'est la santé. La santé, la grande santé pour nous tous. Et le bonheur est au bout. Pardon? Celui-ci, vous le connaissez aussi, britannique de son temps, il revenait, le mérite, c'est toujours la vieille idée, finalement, qui détermine l'autre. La société, ses conditions de développement socio-économique, culturel, le type de répartition des ressources et la santé. Eh bien, non, mais ce qui est intéressant, c'est que encore, son travail est l'objet de controverses. Tout le monde, ils le prennent sur le flanc démographique. Ils veulent ignorer sa principale thèse, c'était de dire ce qui prime, c'est les conditions socio-économiques. Mais peut-être que c'est ça le fond. Hein. Au fond, on veut nous faire renoncer à un monde plus juste, plus équitable, moins prolixe, au profit d'une santé, des soins accessibles pour certains, plus qu'à d'autres, etc. Peut-être que c'est ça. Hein. Et tout à l'heure, Jean-Claude disait, oui, l'argent, il faut savoir le placer. Quand il est dans un scanner, il n'est pas dans un emploi. Il y a de fortes chances que l'équation soit aussi... Ou alors, on vend des armes, ça fait des emplois. Welsh, ce monsieur adorable, qui est passé ici en France, qui a travaillé pendant 1 an au cirque avec Philippe Autier, non, et qui n'a pas réussi à se faire publier dans son pays, relayé par les Québécois, et qui d'emblée a posé la question des tests, de leur pertinence, d'emblée, en des termes très très accessibles. Malheureusement, c'est un ouvrage qui est resté discret. Et la France ne l'a pas accueilli, rarement. En tous les cas, je n'ai jamais réussi à le faire inviter. Du point de vue biblio, et mes collègues m'ont beaucoup nourri de ce point de vue-là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il n'y en a pas suffisamment? Et on peut dire qu'il y a tout à la fois. Mais ce qu'on regarde, et Jean-Claude le souligne souvent, plus sous certains cieux que d'autres. Et surtout, peut-être que l'une des vraies tâches, c'est de réaliser un peu une base de données avec une sélection des données les plus parlantes ou grand nombre. C'est-à-dire,
Il y a une bataille des idées. Il y a une bataille des idées fondée sur différents registres. Celui-ci en est un. Et pour le moment, Alain Siaré nous inonde de références. François Pesty, c'est un vivien incroyable, mais personne ne veut faire une synthèse. Bon, ben ça viendra. Je termine. Au fond, est-ce que ce genre de définition, je le mets pour un peu provoquer le travail, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur une espèce de définition datée, quitte à la revoir la semaine d'après? Voilà. Deux phases du même phénomène, surmédicalisation et sous-médicalisation, qui s'expriment par diverses manifestations d'offres et de sur- ou sous-consommation de soins inappropriés, entraînant des effets délétères pour les citoyens, quand même, c'est pas que des patients ou des impatients, pour les professionnels attachés à l'exercice de leur métier et toute la société, aggravant les inégalités sociales et de santé, principalement dues à des logiques mercantiles, des liens d'intérêt et des aliénations à différents niveaux, y compris pour pas dédouaner ce qu'on appellerait un patient ou un malade. Phénomène structurel, tendanciel, spécifique. Il est spécifique à un domaine, il n'est pas isolé, ici et ailleurs, composant d'un système global et de plus en plus mondialisé. Ne faut-il pas relier la surmédicalisation ou la sous-médicalisation à ce qu'on appellerait tous les trop? Trop consommer, trop produire, inhérent au système capitaliste. Les initiés de l'analyse marxiste savent que le cœur du système capitaliste, c'est quand même de produire, surproduire, faire consommer, surconsommer, et ainsi accumuler des profits. J'ai pris une photo ce matin en passant devant un garage. Malheureusement, je n'ai pas pu la reproduire ici parce qu'elle était très parlante. Quand François m'aidera, je le ferai. Enfin, pour notre groupe Princeps, pour nos efforts, longtemps avec Michel, Jean-Claude, Alain, François, Michel Doré, etc., on a travaillé sur la question des médicaments essentiels. Puis ensuite, on a focalisé sur la liste des médicaments essentiels. Il y a une nuance, hein. La liste restrictive, limitative, oui, des médicaments essentiels. On est loin. Et puis, à un moment, est-ce que c'est une fuite en avant ou un élargissement intelligent? Je crois qu'on a été obligé d'élargir tout de suite. On n'a pas abandonné la stratégie des médicaments essentiels, Michel le rappelait, mais on a élargi le champ à tous les soins. Nous avons contribué, mais nous avons beaucoup avancé nous-mêmes. Nous avons essayé de rejoindre d'autres groupes, d'autres auteurs, d'autres réseaux dans d'autres pays. Et surtout, la question qui s'est posée, enfin de mon point de vue, c'est la question des articulations. On ne peut pas, il faut faire des avancées à la fois locales, focales, et en même temps articuler avec le global. Si on ne fait pas ça, il y a des chances qu'on nous épuise et qu'on nous avale. J'étais en train de lire les promesses de la robotisation et du numérique, mais c'est de quoi avoir le vertige, quoi. Voilà. Donc, si vraiment on n'articule pas avec le reste, quand on aura gagné une bataille, ils en sortiront 36 000 francs. Une hypothèse que je vous soumets avec beaucoup d'optimisme. Les avancées dans différents domaines et différents niveaux sont possibles, sont à l'œuvre, probablement, plus difficilement dans le champ des soins et de la santé. Je ne le dis pas comme un paradoxe. Hein. Je pense que le champ du soin et de la santé, c'est un champ subjectif. Non seulement il y a des liens d'intérêt, c'est un champ objectif, mais c'est aussi un champ subjectif. C'est un champ habité par des individus, des collectivités, des sociétés. C'est-à-dire que attention, le principal ennemi, c'est pas seulement la firme, c'est le modèle dans la tête de chacun de nous. Je l'ai vu chez les plus engagés. Le monde syndical, la sphère de gauche, les gens avancés, etc., les économistes, la plupart épousent le schéma dominant, veulent le rationaliser, etc., ne le remettent pas en cause. Ne le remettent pas en cause. Et ça, c'est une question qui nous est renvoyée à nous aussi. Et puis un constat paradoxal, l'éveil des consciences s'élargit, les inégalités aussi, et les désespérances avec. Hein, ben on fera avec, et on cultivera un seuil. Merci pour votre attention.